Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder les défis d'un travail décent en République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2025, la fête du travail, la journée internationale du travail. Et c'est la journée du travailleur. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Nico Omeonga. Il est professeur d'université. C'est avec lui que nous allons partager ce moment. Nous allons évoquer autant de questions que les travailleurs, la population se posent tout autour du travail en République démocratique du Congo. Professeur Nico Omeonga, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'associer à cette tribune pour réfléchir autour d'un thème que je considère important, le travail décent. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Oh oui, c'est pas évident de me présenter, mais je vais m'efforcer. Vous l'avez si bien dit, je suis professeur des universités, mais aussi je suis dans l'humanitaire, je suis à la tête de la fondation Omeonga Nico, FOMENIC. Et voilà, pour l'instant, je préfère me vous arrêtez là. À ces deux casquettes. Ouais. Et aussi, étant professeur, je suis aussi chercheur. Ah, d'accord. Alors, c'est la journée internationale du travail. Le monde entier célèbre aujourd'hui cette journée. Il y en a qui parlent de la fête du travail. Comment vous appréciez la célébration de cette journée en République démocratique du Congo? Oui, moi je préfère parler de la journée internationale des travailleurs parce que le travail existait depuis très longtemps et on n'a jamais célébré. Mais il faut noter que si cette journée est célébrée aujourd'hui, c'est parce c'est des nôtres. Et c'est vers la fin du 19e siècle que les ouvriers à Chicago, ils se sont dit que non, il fallait à un moment qu'on puisse arrêter parce que, comme vous le savez, à l'époque, avant que ces braves travailleurs se lèvent pour réclamer haut et fort leurs droits, le temps de travail était de 12 heures. C'est-à-dire, vous arrivez au travail à 8 heures, vous sortez à 20 heures. Alors, ils ont tellement revendiqué. C'était en 1884. Et il y a eu des revendications sanglantes parce qu'il y a eu ces jours-là, il y a eu même 3 de leurs collègues qui ont péri. Et c'est alors que 2 ans plus tard, on a reconnu. Et pourquoi on a choisi le 1er mai? Peut-être qu'il faut le dire. Parce qu'ils ont choisi de marcher, de revendiquer le 1er mai, parce que le 1er mai, c'est la date de l'exercice comptable des entreprises alors aux États-Unis. Voilà, c'est pourquoi je préfère parler de la journée internationale des travailleurs, parce que ces braves travailleurs ont lutté et ont arraché ces droits. Et ici, ça nous donne un bel exemple que les droits n'ont jamais quelque chose d'acquis. C'est une conquête permanente. Voilà, je recommande aussi que cela aussi soit un bel exemple que nous devons aussi, nous, comme Congolais, parce que parler de travail décent, c'est encore un projet très lointain dans notre pays. Donc on peut considérer que c'est une journée de revendication. Oui, c'est une journée de revendication, oui, syndicale, parce que le travail ici, est-ce qu'aujourd'hui, si on est correct et honnête et juste, est-ce qu'on peut célébrer cette journée et parler même de travail décent dans notre pays? J'en doute. Peut-être que ce soit une exception ici à la RTNC, qui est une chaîne nationale. Est-ce que les gens ont bien célébré cette journée? Et s'ils ont célébré, est-ce que tous les acquis, tous les droits qu'ils ont toujours revendiqués depuis que cette chaîne nationale existe ont déjà été conquis? J'en doute. Donc, cette journée-là, au lieu d'être une fête, non, ça doit être une journée de révolte. Et donc, on doit continuer à revendiquer. À revendiquer parce que le travail décent n'est pas encore, c'est encore un leurre.
dans notre pays. Mais Donc, au moins, la démocratie nous permet de revendiquer. ça nous permet de revendiquer. Ça, c'est déjà un acquis, non? Non, c'est un acquis, mais qu'il faut conserver et puis améliorer. Ouais. C'est vrai que le pluralisme syndical, ça fait maintenant presque 34 ans que ça existe. Mais est-ce que les syndicalistes, les travailleurs tirent profit des combats qui a été mené dans le début des années 90? Et il faut que cela soit réel. Et parce que parler des travailleurs, on voit aussi l'aspect salarial. Est-ce que dans ces pays, peut-on encore parler de la politique salariale? J'en doute. D'accord. On va arriver jusqu'à la politique salariale, hein, mais allons-y d'abord vers la création des emplois. Pourquoi aujourd'hui les taux d'emploi est toujours faible en RDC, alors que le pays regorge autant de ressources naturelles? Non, le taux d'emploi est faible, c'est parce que, comme je l'ai dit, nous continuons toujours à avoir un État gestionnaire. Dans tous les pays du monde, les pays émergents et modernes, aujourd'hui nous avons des États stratèges. C'est-à-dire l'État n'a pas vocation de créer les emplois. L'État a vocation de favoriser la création des emplois en mettant un climat attractif. Mais tel n'est pas encore le cas dans notre pays. Vous parlez d'un État gestionnaire et État stratège. Bon, un État gestionnaire, c'est-à-dire qu'un État qui est là pour gérer ce qui existe. Qui aime gérer. Et gérer ce qui existe. Alors qu'un État stratège crée des conditions à ce que les gens eux-mêmes créent leur emploi. Parce que quand nous parlons du travail, c'est-à-dire que le travail n'est pas seulement un travail conventionnel, où on est sous statut, on a un travailleur d'un côté, un employeur de l'autre. Non, le travail ici doit être considéré comme toute activité qui permet à l'homme de vivre, qui soit utile à lui-même et utile à la société. Ce travail, donc, dans son aspect beaucoup plus global, implique aussi la profession libérale. Donc, il faut que l'État crée ces conditions. Aujourd'hui, comme ces conditions ne sont pas encore réunies, au mieux, nous sommes dans un désert salarial, au pire, dans un enfer salarial, parce que les conditions ne sont pas requises. Et quelles sont ces conditions-là, Les conditions, la première des conditions... que l'État parvienne à créer les conditions et favoriser les entreprises et même les individualités de pouvoir se créer des emplois. Première condition, la plus simple. Assistons, vous savez que ça fait plus de 40 ans que nous décrions le terrorisme fiscal. Dans un pays où il y a un terrorisme fiscal. Quand il y a terrorisme fiscal, c'est un goulot d'étranglement, ça empêche les gens de créer des emplois décents et, conséquence, dans notre pays, les quelques emplois précaires qui existent, c'est dans l'informel. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas supporter le poids fiscal. On peut rabattre les taux fiscaux pour permettre à ce que les taux de l'informel soit réduit de moitié. Donc là, vous voulez parler d'une multiplicité de taxes. Des taxes qui étouffent la création des emplois. Un autre élément, nous sommes un des rares pays où le système bancaire n'est pas fiable, où le système bancaire n'existe pas. Mais s'il existe, il est encore en état embryonnaire. Vous serez scandalisé d'apprendre. Est-ce que dois-je être cruel à vous rappeler qu'il n'y a pas encore de banques dans ce pays? Les quelques rares banques qui existent, ce sont des initiatives privées exclusivement étrangères. Parmi les 20 banques qui existent, aucune d'elles n'est congolaise. Et les banques, est-ce qu'elles fonctionnent de manière à favoriser la création d'emplois? Parce que la vocation d'une banque, c'est quoi? C'est la collecte de l'épargne interne et le financement de l'économie et des ménages. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui qu'il y a une banque qui est capable de financer un projet d'affaires? Il n'y en a pas. Parce que quand on crée toutes ces conditions-là, quand il y a un climat des affaires attractif, ça permet à ce que les gens, chacun là où il est, il crée son emploi, il se donne de l'emploi et il donne de l'emploi aux autres. Mais tant qu'il n'y a pas toutes ces conditions, tant qu'il n'y a pas le respect, c'est bien beau. Nous sommes l'un des rares pays où nous avons beaucoup de textes qui réglementent la création d'emplois. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir des textes. Le problème, c'est la mise en œuvre de ces textes. Ceux qui sont censés respecter ces textes et les faire respecter ne les font pas. Et là, conséquence, on est presque dans une jungle. Vous avez parlé des conditions, professeur.
il faut lutter contre le terrorisme fiscal. Il faut aussi créer la politique de financement. Les banques congolaises. Même si on crée les banques, il y a 2 ans, on a parlé des banques d'investissement. Et où sommes-nous avec ces projets? Qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Parce que nous, je suis économiste de formation et juriste en formation. On dit toujours il n'y a pas d'économie sans crédit. Dans tous les pays du monde, il n'y a que les crédits qui favorisent la création d'emplois. Nous sommes l'un des rares pays où, quand quelqu'un termine l'université, il a besoin d'être employé, utilisé. Et c'est même péjoratif. Au contraire, avec le système LMD, nous formons les étudiants pour qu'eux-mêmes soient porteurs de projets. Il faut arrêter ce paradigme qui a consisté à créer des quémandeurs d'emplois. Maintenant, il est question de former les gens qui soient des créateurs d'emplois. Et ainsi, ça va favoriser la création d'emplois et réduire les taux de chômage. Parce que l'État à lui seul, vous savez, quand nous on grandissait, la fonction publique, c'était vraiment la pourvoyeuse des emplois. Mais aujourd'hui, la fonction publique, elle est dans un état très délétère. Comment ça? Est-ce que vous... La fonction publique avec l'IAO, ça va quand même. Alors, je suis surpris. Ça va peut-être ici à la RTNC. Non, mais non. D'ailleurs, les gens se gênent. Vous savez, à la cité, nous avons beaucoup de fonctionnaires, mais qui ne s'affichent pas. Parce que déjà, quand vous dites que vous êtes fonctionnaire, même c'est les ridicules. Qui est ce fonctionnaire qui peut se bomber les torses pour dire que je suis fonctionnaire? Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des travailleurs. Est-ce que vous êtes payé? Est-ce que vous êtes payé décemment? C'est ça la grande question. Bon, moi, je suis professeur d'université, je vous dis que je ne suis pas payé. Et même ce qu'on me paye là, non seulement que je suis sous-payé, et je suis aussi mal payé. Bon, fonction publique. Vous faites allusion à quelle fonction publique? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez parlé de crédits pour créer. Est-ce que les crédits sont possibles chez nous pour créer des banques congolaises? Pour qu'il y ait des crédits, il faut d'abord à la base qu'il y ait des banques. Les banques n'existent pas. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous appelez des banques, c'est ce que moi j'ai qualifié de la communautarisation bancaire. Ce sont les communautés d'affaires, malheureusement étrangères, je ne suis pas xénophobe, mais qui, chacune d'elles, crée une banque. Ces banques-là ne sont pas pour soutenir l'économie. Ces banques-là sont devenues comme des pipelines pour collecter les bénéfices qu'ils réalisent afin de rapatrier dans les pays d'origine. Or, les banques ont pour vocation de financer l'économie à loi de crédit avec un taux pas les taux prohibitifs. Les quelques banques qui accordent des crédits, ce sont des taux prohibitifs avec un échéancier écourté. Mais comment vous pouvez accorder un crédit avec un taux élevé, mais avec une durée très écourtée? Non. Ailleurs, quand on accorde des crédits, ce sont des crédits pour des 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour permettre à ce que quelqu'un soit les retours sur investissement soient garantis. Et qu'est-ce que ces pays-là ont fait pour avoir des banques qui accordent? C'est toujours l'État. Même dans des pays ultra-libéraux, maintenant je crois que vous célébrez les Yankees, les Américains, même aux États-Unis, c'est toujours l'État qui favorise, qui crée des conditions de création d'emplois. Aucun pays où vous pouvez voir un État absent dans la création d'emplois. Ils ne créent pas l'emploi, mais ils mettent des conditions pour favoriser l'emploi. Mais pourquoi même l'État lui-même ne peut pas ailleurs? Vous êtes, comme vous êtes là, vous avez la possibilité d'acheter une maison de 100 000, de 200 000 $. Vous allez me dire que non, je vais trouver l'argent. Non. Ailleurs, vous prenez, on sait que vous êtes un journaliste qui est dans un grand média. Vous prenez 100 000, on vous dit que non, cette maison de 200 000, vous allez payer pendant 50 ans. Chaque mois, vous payez 200 $ ou 300 $ avec un salaire de 2500 $. Est-ce que ce salaire-là est encore... Est-ce qu'il y a un journaliste ici, dans ce pays, qui a un salaire même de 1000 $? C'est ça tout le problème. Qui doit définir la politique salariale? Nous sommes l'un des rares pays où les SMIC n'existent pas. Et s'il existe, il existe sur papier. Non, mais les SMIC existent d'ailleurs. C'est quoi les SMIC? D'ailleurs, ça n'existe pas. Vous avez suivi qu'au Conseil des ministres de la fois dernière, le président a tenu pour que l'on puisse augmenter les SMIC.
Vous avez suivi, non? Et le SMIC là, actuel, il est à combien? Vous l'avez suivi? Non, hein? le SMIC. Non, le SMIC n'existe pas. Non, laissez-moi. A été obligé de pouvoir se réunir pour statuer sur la question et puis voir comment augmenter. Le président a tonné. Ah, c'est maintenant qu'on veut maintenant avoir un SMIC. Parce que le SMIC, c'est quoi? Ouais. Parce que le SMIC, ce n'est pas sur papier. Le SMIC, quand on fixe le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Ça veut dire quoi? C'est le salaire en deçà duquel personne ne peut être payé. Dans le public comme dans le privé. C'est ça le SMIC. C'est-à-dire quand on met le SMIC, par exemple, le SMIC est de $500. C'est-à-dire aucun travailleur ne peut pas être touché en deçà de $100. De $500. Même si j'ai mon aide ménagère à la maison, ouais, elle ne peut pas avoir moins de $500. Et ça existe dans ce pays. D'ailleurs, si vous posez la question, je ne suis pas dans le rôle de vous poser la question. C'est les souhaits, le président. Ah, on est encore en termes de souhaits. Ici. Mais moi, je parle de quelque chose de factuel. Ça n'existe pas. Si c'est en termes de souhaits, non, pas en termes de souhaits. Mais si ça existe. C'est pas en termes de souhaits. Si ça existe, le SMIC est à combien dans notre pays? Quel est le salaire minimal? Je ne suis pas dans le rôle de vous poser des questions. Oui. Mais moi, je vous dis que le SMIC n'existe pas. Quand le SMIC existe, même si c'est $100, c'est-à-dire partout, personne ne peut payer son travailleur moins de $100. C'est ça l'essence du SMIC. Mais ici, avec la disparité salariale, peut-être on va aborder la question. On va aborder. Ou dans un même marché, il y a des gens qui ont 10 millions de francs congolais, d'autres ont 400 000, et vous entrez dans les mêmes. Et vous êtes tous régis par, vous êtes tous sous statut. La fonction publique, la fonction publique à laquelle vous avez fait allusion. Qu'est-ce que vous suggérez avec une gestion à géométrie variable? Qu'est-ce que vous suggérez? Vous êtes professeur, économiste. Qu'est-ce que vous suggérez pour qu'il y ait création de beaucoup plus d'emplois? Changeons l'approche. On a voté le budget. Quand on vote le budget dans des pays sérieux modernes, les gros des moyens vont dans les dépenses d'investissement. C'est-à-dire, on devrait avoir même au moins la moitié des budgets soit orientés dans le secteur d'investissement. Une bonne partie soit dans les dépenses sociales, c'est-à-dire les salaires et tout. Et seulement une infime partie qu'on devrait allouer dans les dépenses politiques. Et pour cacher les choses, ils disent que non, les dépenses de souveraineté. C'est ça tous les problèmes. Ici, les gros des moyens sont orientés dans les dépenses politiques pour entretenir le train de vie des institutions. Et ce sont des dépenses végétivores. Deuxième chose, dans tous les pays du monde, tous les spécialistes, si vous voulez faire développer un pays, si vous voulez faire décoller, il faut orienter les gros des moyens là où il y a plus de gens. Mais toutes les statistiques indiquent les gros de la population congolaise est dans les milieux ruraux. Presque 70%. Ouais. Mais quand on fait la répartition des moyens, les gros des moyens restent ici dans la capitale. Et l'arrière-pays croupit dans la misère. Comment on va le développer? Moi, je n'en connais pas. Un autre élément, c'est l'énergie. Or, la meilleure des choses, l'État pouvait orienter, ramener seulement l'eau et l'électricité à l'intérieur du pays. Et tout va partir de là. Construire des routes, des choses seulement. On ne demande pas assez. À ces gouvernements-là, nous avons seulement des choses. L'énergie et les routes, les recettes agricoles et les routes, pour qu'il y ait connectivité. L'économie est désarticulée parce qu'il n'y a pas circulation des biens et des personnes. Même moi, pour tourner cette émission, je suis arrivé en retard. Déjà dans la capitale, pour arriver, il me faut 1 heure de là où je suis pour arriver ici. Il faut que le gouvernement fasse preuve de devoir d'exemplarité. Mais si le gouvernement lui-même paye très mal, c'est l'État congolais qui vous paye. Est-ce que vous êtes bien payé? Mais si vous êtes mal payé, comment vous allez exiger à des médias privés de bien payer les journalistes? C'est ça tous les problèmes. Créer plus d'emplois, je crois les conditions, vous les avez données, c'est bien écouté. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne parvient pas à bien entretenir les emplois, même créés ou qui existent, pour qu'ils soient décents? Ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique salariale. Il n'y a pas de politique salariale. Et l'administration, vous aimez vanter l'administration publique.
Mais il y a ce qu'on appelle la tension salariale. Il faut que l'huissier touche les dixièmes qui touchent le secrétaire général. C'est ça la tension. On parle de 1 à 10. Et donc, ce n'est pas... pourquoi cette politique n'existe pas? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Nous n'avons pas de dirigeants qui sont... C'est relié à la volonté politique. À la volonté politique. Et parce que aussi, les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas exigeants. Parce que c'est ça aussi, dans le cas de ma fondation, j'ai mis un accent particulier sur l'engagement citoyen. Il faut qu'il y ait un engagement citoyen du côté de la population, mais aussi de la redevabilité du côté des dirigeants. Tant qu'on n'aura pas mis, on n'aura pas créé cette synergie entre la redevabilité des dirigeants vis-à-vis de la population et l'engagement citoyen de la population, nous serons toujours les dindons de la farce. C'est le cas. Donc la faute n'est pas seulement aux dirigeants, mais comme on ne peut pas condamner le peuple a toujours raison. Moi je pense que ce sont les dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. Vous pensez que les syndicalistes ne font pas du travail, ils les réclament. Vous avez vu des marches à gauche, à droite, ils les réclament pour que les conditions de travail favorisent que le travail soit décent. Non, mais je crois qu'on juge les maçons au pied du mur. Mais s'ils font du bon travail, donc les travailleurs ont acquis leurs droits et ils ont des salaires, ils sont dans des conditions de travail et de vie. Tel n'est pas encore le cas. Et donc il faut se dire que ces syndicalistes-là, depuis quand? Parce qu'il y a aussi, parce que les syndicalistes-là qui, jusque-là, est-ce que chez eux, là, il n'y a pas alternance? On n'organise pas des élections? Parce que c'est là, je crois, ils ont montré les limites. Je crois qu'il faut envisager la possibilité d'organiser les élections syndicales pour que nous ayons de nouveaux syndicalistes qui défendent mieux les... Je crois que cette année, il y aura des élections syndicales. Hein? Mais ça doit être, les cycles doivent être réguliers. Les dernières élections, il y a quand? C'est ça tout le problème. Mais quand vous mettez des gens qui n'ont aucune légitimité, ils ne font pas bien le travail. Je ne fais pas un procès d'intention contre les syndicalistes, mais je me rends compte que le travail qu'ils font ne sont pas de nature à rencontrer pas productifs parce que le travail continue à pleurer. Alors, d'après les données d'une enquête qui était organisée en 2012, il semble que 88,5% sur l'ensemble d'emplois qui étaient recensés en ce moment-là, je crois que c'est le cas aujourd'hui, du secteur, donc 88,5% sont dans les secteurs informels. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? C'est clair, je l'ai dit en commençant cette émission, c'est le terrorisme fiscal. Pourquoi les gens se cachent dans l'informel? C'est parce qu'ils évitent de subir le poids de la fiscalité. Alors, il faut une fiscalité de développement, il faut rabattre, il faut un assouplissement fiscal. Maintenant, tous ceux-là qui se cachent, et des choses, on fait l'assouplissement fiscal, on applique la politique de crédit. Tous ceux-là qui se cachent dans l'informel, vous dites que non, on va leur accorder des crédits. Tous ceux qui ont eu des entreprises informelles, mais ils viendront. Quand ils viendront, vous allez les recenser. Et ils ne seront plus dans l'informel. Et ils vont commencer à contribuer. Donc, il y a possibilité d'échanger de l'informel. La donne à l'informel, des choses. Ouais. Vous rabattez le poids fiscal. Deuxième chose, la politique d'octroi de crédit. Dites à ces gens qui, tous celles ou celui qui a une activité, il va bénéficier d'une ligne de crédit. Et pour bénéficier d'une ligne de crédit, vous devez être recensé. Et quand vous devez connaître ce que vous faites. Il y a des impôts, des taxes à payer. Plus tard. Mais il faut que le problème, c'est que quand vous savez que l'impôt que la régie, la DGI récolte, c'est seulement 20%. Oh, la bonne manière, 20% d'activité économique. Si les 100% d'activité économique au pays, l'impôt, les impôts et taxes portent seulement sur 20% d'activité économique. Parce que quand il dit que quelqu'un est dans l'informel, c'est qu'il ne paie ni impôt ni taxes. Alors, la bonne manière, c'est quoi? C'est d'élargir l'assiette fiscale.
Et la bonne manière d'élargir l'assiette fiscale, c'est de rabattre le fisc. Comme ça, si on réduit même de moitié les taux d'imposition, on aura réduit, si on réduit même de moitié l'informel, au lieu que l'impôt et taxe porte sur les 20% d'activité économique, ça va porter sur 60%. Et ça va rapporter. Parce que pourquoi nous continuons à avoir des budgets chétifs de 18 milliards, alors qu'à côté ici, l'Angola, qui est un petit pays, qui n'a pas les mêmes potentiels fiscaux que nous, mais il a les budgets qui ont été votés cette année en Angola, ça avoisine 40 milliards de dollars. Mais nous, quand vous dites 18 milliards de dollars, mais en réalité c'est 10 milliards en ressources propres. Les 8 milliards, il faut chercher ailleurs. Et qui, pour la plupart des cas, vous allez suivre. Quand on va faire la réduction des comptes, quand on va suivre l'exécution de ces budgets, vous allez voir que tous ceux-là qui ont promis, les taux d'exécution sera autour peut-être de 50%. Et en réalité, le budget de 18 milliards va tourner autour de 11 ou 12 milliards. C'est ça tous les problèmes. Or, pour qu'il y ait la pression fiscale augmente, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui contribuent. Tous les États du monde vivent avec les fiscs. Il faut formaliser l'informel. Formaliser l'informel. Et la bonne manière de formaliser, des mesures seulement. Vous réduisez les impôts et taxes, et puis appliquer la politique de crédit, et tous ces mamans Maléwa et les autres qui sont dans l'informel viendront bénéficier du crédit, ils seront répertoriés et vont commencer à payer. Alors, si déjà chacun peut payer même $2, $3, nous sommes à plus de 120 millions. Rien qu'avec ça. Mais quand vous mettez que les gens paient $20, 30, 50, 100, non, les gens se cachent dans l'informel. D'ailleurs, quand vous commencez, vous ouvrez seulement une boîte aujourd'hui, tous les ministères que vous connaissez, l'un après l'autre, passent pour collecter. Oh, environnement, vous payez. Oh, culture et art, vous payez. Et finalement, quelqu'un se dit, mais est-ce que je vais travailler seulement pour payer l'impôt? Et même sur le plan psychologique, vous avez au moins tous ces ministères qui défilent l'un après l'autre pour venir réclamer l'argent. En tant qu'opérateur économique. L'État pouvait appuyer. Appuyer. Alors, quel peut être, lorsque vous dites qu'il faut rabattre les taxes, lorsque vous dites qu'il faut créer des banques, lorsqu'il faut contrôler tout ça, c'est le ministère du Travail ou c'est la primature ou c'est le ministère de l'économie? Quel est le rôle du ministère du Travail dans tout ça? Non, ça doit être une politique d'abord générale du gouvernement. Ouais. Parce que si vous abordez, comme on dit, les problèmes sont globaux et totaux, les solutions doivent être globales. Si vous sectorisez, vous dites que non, vous responsabilisez seulement le ministère du Travail, or le ministère du Travail, pour réaliser telle chose, il a besoin des concours du ministère du Budget ou des Finances. Donc il faut qu'il y ait une action concertée. Et ça doit être l'affaire du gouvernement tout entier. C'est vrai qu'il y a des politiques sectorielles, mais il faut qu'il y ait la grande politique de création d'emplois soit définie par le gouvernement tout entier, de manière à ce que chaque ministère dans son domaine précis pose des actes qui concourent à la création d'emplois. Mais si vous responsabilisez seulement parce que c'est le ministère du Travail, créer de l'emploi, il va créer avec quoi? Parce qu'il s'insère dans la politique générale du gouvernement. Donc ça doit être, nous le voyons chaque fois, quand il passe à l'Assemblée nationale, il définit la politique générale du gouvernement. Mais c'est à cette politique qu'il faut insérer ce volet-là de création d'emplois. Ainsi, la Première ministre, qui est la coordonnatrice du gouvernement, doit y veiller pour que tous les ministères sectoriels posent des actes qui favorisent la création des emplois. Et la création des emplois, c'est créer des conditions optimales pour que les opérateurs économiques classiques et ceux qui veulent s'ajouter, les étudiants que nous formons qui terminent, peuvent être porteurs de projets et devenir les capitaines d'industrie demain. Mais tant qu'on n'aura pas mis, et tant que le gouvernement ne mettra pas au cœur de sa politique des différentes politiques publiques qui vont dans le sens de créer des emplois, c'est pourquoi je dis, tout c'est autour de l'État. C'est l'État et symbolisé par le gouvernement
qui doit définir des politiques publiques Ouais. de création Et dans d'emplois. tout ça, quel doit être le rôle du ministère de l'Emploi? Ou c'est un ministère qui n'a pas sa place Non, il a sa place, mais il ne peut pas lui seul faire quelque chose qui ait des effets probants, sans qu'il n'ait pas les concours et lui, il peut proposer. Lui, il ne peut pas à lui seul engager mais même le dans, gouvernement s'il n'a pas... même dans le respect des conditions de travail, même dans le respect des normes exigées. Ça, il doit le faire. Mais, parce Ça, que il doit le faire. quand les conditions sont posées, peut-être Oui. dans une loi, le code du travail existe, qui prévoit tout ça. Mais lorsque on fait les parcours des entreprises, des sociétés, des établissements, ces conditions sont là, mais ne sont pas respectées. Et le ministère du Travail existe, professeur. Les droits ne s'acquièrent pas sur un plateau de télévision comme celui-ci. Les droits s'acquièrent par une lutte acharnée. Et pour mener une lutte dans ce sens, il faut d'abord... Un droit qui est ignoré ne peut pas être valablement revendiqué. Donc, un travail aussi, c'est ça aussi le travail des syndicalistes. Est-ce que tous les travailleurs, ou la majorité des travailleurs, s'imprègnent réellement du code du travail? Est-ce qu'ils savent réellement leurs droits? Mais quand ils ne savent pas leurs droits, comment ils peuvent les revendiquer? C'est vrai, il y a la responsabilité du ministre qui doit faire appliquer, faire respecter. Mais il y a aussi la responsabilité des travailleurs qui doivent aussi revendiquer. Mais si aujourd'hui nous célébrons le 1er mai, c'est parce qu'il y a un groupe de travailleurs qui ont dit que non, on ne doit pas continuer à travailler 12 heures par jour, il faut ramener à 8 heures. Et ils se sont levés. Mais l'État était là, les ministres étaient là. Mais s'ils ne s'étaient pas levés à l'époque, et déjà au 19e siècle, ils se sont levés. Mais aujourd'hui, nous sommes au 20e siècle. Mais pourquoi il y a des droits qui sont... Il y a même des droits qui sont contenus dans la Constitution et même dans le Code du travail. Ouais. Mais il appartient maintenant à ceux qui sont censés être bénéficiaires de ces droits, puissent les revendiquer. Et c'est ça aussi, entre autres, le rôle des syndicalistes. Est-ce que les travailleurs à la RTNCI connaissent bien leurs droits? Parce que le contrat du travail, c'est un contrat synalagmatique. C'est-à-dire qu'il y a des obligations réciproques. Vos droits sont les obligations de l'employeur. Ouais. Et les droits de l'employeur sont vos obligations. Il faut que, dans cette synergie, il faut que les gens sachent d'abord leurs droits. Vous ne pouvez pas revendiquer un droit que vous ignorez. C'est ça tous les problèmes. Mais le ministre du Travail et de la Prévention sociale, dans son rôle sectoriel, il y a d'abord une politique générale du gouvernement, mais il y a des politiques sectorielles. Mais si le gouvernement, les ministres, faute, n'arrivent pas à appliquer, mais il y a par exemple des formes et des compétences. Qui a placé ces ministres? S'il n'est pas à la hauteur, il faut les relever de ses fonctions. Donc on ne peut pas laisser un ministre qui n'arrive pas à faire bien son travail. Vous avez épinglé la politique salariale et j'avais même promis qu'on doit y revenir. Quelle politique faudra-t-il adopter aujourd'hui pour améliorer les salaires des travailleurs, mais aussi bannir les disparités? Première chose, il faut qu'il y ait d'abord l'équité et la justice salariale. D'abord, ici, il y a un concept, le panier de la ménagère. C'est quoi le panier de la ménagère? Le panier de la ménagère consiste à permettre à quelqu'un de remplir des besoins existentiels, physiologiques. Et donc, c'est très simple. Que demandent les travailleurs? Rien que les besoins sociologiques. Avoir les moyens de se vêtir, de se loger, de se nourrir, de se faire soigner. Et ça, et c'est sur base de tous ces éléments-là, avec les prix intérêts sur le marché, on peut se dire, ici par exemple, que pour que quelqu'un vive décemment, il a besoin au moins de 1000 $. Et on fixe, on dit que non, le SMIC est de 1000 $. Si le SMIC est de 1000 $, donc même l'huissier qui est à la RTNCI, qui est engagé aujourd'hui, il va toucher 1000 $. Et on respecte maintenant la tension salariale. C'est-à-dire, les premiers d'entre vous, les DG, s'ils touchent 10 000 $ par mois, les derniers d'entre vous doivent avoir 1000 $. Et maintenant, on va voir les chefs de service, les chefs de bureau, et ainsi de suite. Un autre élément,
pourquoi cette disparité salariale? Surtout quand vous êtes régi par les mêmes statuts. Nous sommes tous fonctionnaires. Au nom de quel principe un fonctionnaire du ministère des Finances doit avoir 10 fois ou 100 fois le salaire plus élevé que celui du ministère de l'Information et de la Communication? C'est ça tout le problème. Pourquoi vous devez et ça passe et à l'Assemblée, ça passe au Sénat et c'est promulgué avec ces disparités-là. C'est ça tout le problème. C'est pourquoi je dis que non, il y a un problème de volonté politique. Et les gens qui nous dirigent ne nous disent pas tout. Et ce qu'ils font là. Parce que d'ici là, j'ai entendu et appris qu'on va bannir les disparités salariales. C'est maintenant que les autorités se rendent compte qu'il y a disparité salariale. Or, ces disparités-là datent de plus de 50 ans. Bon, mieux vaut que ce réveil tardif soit là. Mais ça ne va pas se limiter seulement au beau discours. Moi, je voudrais voir les ministres, la fonction publique, vous l'avez cité, les ministres, les vice-premiers ministres de l'État. Mais il ne doit pas se limiter seulement au discours. Il faut concrétiser. C'est à ce prix-là qu'on pourra dire réellement qu'il a fait bien son job. Mais si c'est vraiment passer à la télé et dire que non, on va mettre fin à la disparité salariale, et on se retrouve une année après, on revient sur le même discours de disparité salariale, là, je crois on est parti pour la gloire. Je pense que un ministre, c'est un homme d'État. Un homme d'État ne doit pas avoir l'état d'âme, mais doit avoir l'âme de l'État. Et avoir l'âme de l'État, c'est savoir tenir à ses engagements, savoir tenir à sa parole. Sa mission. Sa mission. Moi-même, vous m'avez présenté comme professeur. Et nous avons été à Bibois, et on a eu combien de fois? Et jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Bon, j'ose croire que cette fois-ci, ce sera la bonne. Mais, certes, je suis optimiste de nature, mais pour cette question-là, je préfère être un optimiste lucide. Parce que ce genre de discours, c'est depuis la Deuxième République. Alors, professeur... Et je ne pense pas que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui soient très différents de ceux qui nous ont gouvernés. Alors là, c'est vous qui le dites, mais ici, quand même, vous l'avez dit, il faut saluer les efforts. Vous avez compris vous-même qu'il y a cette volonté de vouloir bannir les disparités salariales, il y a cette volonté de pouvoir augmenter les SMIC, il y a cette volonté de pouvoir créer encore beaucoup d'emplois. Mais je crois que comme on attend, mais sinon il y a déjà la volonté, parce que tout à l'heure, quelque part là, vous avez parlé de la volonté politique. Non, j'ai parlé de la volonté qui n'existe pas. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai entendu le discours, mais je n'ai jamais affirmé qu'il y a une volonté affichée pour mettre fin aux disparités salariales. Parce que ce discours-là, on l'a entendu depuis la Deuxième République. Maintenant, là, qu'est-ce qui me... Vous restez encore pessimiste. En tout cas, sceptique, parce que je ne crois pas que ceux qui nous gouvernent soient, si cette question-là, soit si différent de ceux qui nous ont gouvernés. Donc, sur la question des disparités. Ça existe. Mais déjà, ça existe, mais on ne disait rien, mais on commence par le dire qu'on va bannir, et voyons. Alors, ça, c'est une question qui vous concerne. Vous êtes professeur. Qu'est-ce qui fait que les diplômés que vous mettez sur le marché, 80% ou 90% ont du mal à soit se créer un emploi, soit à être engagé, soit à trouver facilement du travail comme il se doit, professeur? Non, le problème... C'est un problème de formation? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de formation, c'est un problème de la politique générale du pays. Parce que l'université, son rôle, c'est quoi? C'est de répondre ou de relever les défis sociétaux. Il faut qu'il y ait une synergie entre la société et l'université. Mais dès lors que l'université, telle qu'elle fonctionne actuellement, si on doit être sérieux, je ne pense pas que ce soit qualifié d'université. Parce qu'une université doit être dotée de tous les moyens qu'il faut. Quel est le budget? Quand vous dites tel que l'université fonctionne aujourd'hui, vous voulez dire quoi? Je vais dire que non, il faut commencer d'abord par viabiliser les universités. Que les professeurs ne sont pas à même de donner cours ou quoi? Non, nous avons des professeurs les plus excellents. Moi-même, peut-être je l'ai dit au début.
j'ai été invité parmi les 400 professeurs qui se sont réunis dernièrement à Paris, j'y faisais partie. Et ce n'est pas que nous méritons. Ici, nous avons des compétences. Nous avons des professeurs de grande qualité. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir... Là, c'est pour vous couvrir, professeur. C'est pas pour me couvrir. Le problème, c'est est-ce que vous donnez tous les moyens qu'il faut pour que le travail des professeurs soit fait de manière comme ça se fait partout ailleurs. Parce que l'université, c'est d'abord la recherche. Quel est le budget alloué à la recherche? Qu'est-ce que nous... D'ailleurs, on nous a dit que... Vous savez que depuis maintenant 4 ans, on a interdit formellement la vente des syllabus, des notes de cours, au motif qu'on devrait nous allouer les frais de recherche. Vous êtes journaliste d'investigation, à interroger tous les professeurs, aller à l'université. Est-ce que ces frais de recherche sont alloués aux professeurs? Parce qu'il faut donner les moyens qu'il faut, de manière à ce que les professeurs soient dans des conditions optimales de travail, de manière à ce que les professeurs aient des moyens de leur politique pour assurer un enseignement de qualité. Mais si on n'a pas réussi à avoir des diplômés qui soient directement employés, parce que le système qui était autrefois, c'est-à-dire le programme PADEM, on formait les étudiants, c'était une formation par objectif. On formait les gens pour être utilisés dans des structures existantes. Maintenant, avec le système LMD, malgré qu'il peine à se mettre en place, et nous formons... Le système boite encore. Boite encore parce qu'il n'y a pas tous les moyens qu'il faut. Nous devons, en principe, si on met tout ce qu'il faut pour que ce système fonctionne, nous allons former des étudiants qui, une fois après leur cursus universitaire, soient à même de créer les emplois eux-mêmes. Ils seront portés mais pour qu'ils créent les emplois, il faut que l'État aussi mette des moyens, définisse une bonne politique d'octroi de crédit pour que nos universitaires, nos étudiants soient à même, individuellement, collectivement, à mettre des structures de création d'emplois. Ça n'existe pas encore. Et nous osons croire que... Et par rapport aux conditions d'accès au travail, vous pensez que lorsqu'on met des conditions, on parle de 8 ans, 10 ans d'expérience, et face aux jeunes diplômés qui viennent terminer l'université, c'est un blocage. Un blocage parce que c'est le marché d'emploi. Le marché d'emploi, c'est la loi de l'offre et la demande. Dans un pays où il n'y a pas d'emploi, ils doivent corser, ils doivent mettre des critères pour empêcher que les gens viennent. Ailleurs, par exemple, aux États-Unis, quand on parle de l'expérience, ce n'est pas par rapport à l'expérience professionnelle. C'est par rapport à partir du moment où on accède à l'université. Quand on termine, c'est quelqu'un qui est suffisamment formé, parce qu'à l'université, il y a des stages académiques et des stages professionnels que les gens font. Ça participe à l'expérience. Je ne pense pas que ce soit une raison fondamentale pour empêcher les gens d'utiliser. S'ils évoquent souvent, c'est parce que déjà les emplois précaires sont très minimes et que les demandeurs d'emploi sont nombreux. Alors on crée des conditions pour empêcher que les gens accèdent à l'emploi. C'est la loi de l'offre et de la demande. L'offre d'emploi est très, très, très réduite, alors que la demande est excessivement grande et conséquence, c'est la loi de l'offre et de la demande qui s'applique. Alors, revenons à la décence du travail. Quels sont les facteurs qui font que le travail, les conditions de travail soient toujours médiocres, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit dans les entreprises privées? Parce qu'on n'a pas de managers à la tête des entreprises. On a eu tort de considérer que ces gens-là, jusqu'ici, sont des simples gestionnaires. Les gens qui sont placés dans ces des entreprises ils ne signent pas un contrat de performance pour qu'il y ait la performance sociale, professionnelle, et là, c'est la politique qui domine. C'est toujours là. Et ici, c'est la politique. La sélection se fait sur base de clientélisme, sur base de favoritisme, sur base de népotisme et toutes ces antivaleurs que vous connaissez, qui sont mises en avant-plan dans la sélection. Le casting n'obéit pas aux critères objectifs, malheureusement. Et ceux qui sont placés à la tête de ces entreprises n'ont pas de compte à rendre. Et s'ils ont des comptes à rendre à ceux qui les ont placés, qu'ils soient médiocres ou pas, il va être là tant qu'ils continuent à faire la rétrocommission.
Mm. Alors, pourquoi nous sommes déjà, nous tendons vers la fin de l'émission. Peut-on connaître par votre biais, parce que vous êtes suivi, on vous regarde, les inspecteurs, les ministères du travail, ceux qui doivent entrer dans l'amélioration des conditions de travail, vous suivent. Quels sont les indicateurs d'un travail décent? Quand on parle que ça, c'est un travail décent, quels sont les indicateurs? Un travail décent, d'abord, premièrement, il faut que les conditions de travail soient optimales. Il faut mettre en place un système qui permet à ce que les travailleurs soient motivés. Et pour qu'ils le soient, il faut... Nous sommes dans un pays, par exemple, un exemple tout simple. Pour arriver même ici à la rédaction, je m'imagine quelqu'un qui habite à Bibois, je ne sais pas si vous avez un moyen de locomotion pour les fonctionnaires, les journalistes. Il faut entrevoir les conditions pour que quand les gens veulent venir au travail, ils viennent sans problème. Il faut mettre des conditions pour la prise en charge médicale. Mais aussi, il faut envisager un salaire décent. C'est-à-dire un salaire qui permet à un travailleur de vivre décemment. Et ici, nous continuons à nous battre pour les SMIC, alors qu'ailleurs, on parle même du SMIC, salaire minimum interprofessionnel pour la croissance. Il faut que celui... Parce que même la Bible le dit, le travail anoblit l'homme. Le travail apporte abondance. Est-ce que les gens qui y travaillent, est-ce que aujourd'hui il y a un paradoxe tel que parfois les gens qui ne travaillent pas vivent mieux que ceux qui travaillent. Alors que nous savons que quand quelqu'un travaille, il doit bénéficier de son travail. Alors on termine avec quelque chose sur la sécurité sociale. Comment ça évolue chez nous en RDC? Non, ça n'évolue pas. La sécurité n'existe pas. Raison pour laquelle... Il y a la Caisse nationale de sécurité sociale. J'en viens. C'est-à-dire, la sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est après que vous ayez rendu des loyaux services, que deviendrez-vous après votre carrière? Quelle est la politique sur la retraite? Et vous savez que nous sommes l'un des rares pays où les gens ne veulent pas aller à la retraite. Parce que la retraite dans notre pays est considérée, c'est le synonyme de mouroir. Et aujourd'hui, je vais vous dire, même scandalisé, même dans nos rangs, même les professeurs, nous avons des professeurs de 100 ans, de 80 ans, les gens ne peuvent pas aller à la retraite. Parce que qu'est-ce qui est la sécurité réserve? Vous allez à la retraite, c'est pour vous attendre avec, je crois, 100 000 tous les 2 mois. Et vous allez vivre comment? Donc, il n'y a pas une bonne politique. Et pourtant, ailleurs, la politique salariale et la sécurité sociale est alimentée par les actifs. Parce que nous avons les actifs et les non-actifs. C'est-à-dire, nous qui travaillons, ce que nous cotisons, ça permet pour payer les retraités, et ainsi de suite. Et ça se paie. Ailleurs, vous avez suivi les débats en France. Et les gens voudraient que l'âge de la retraite soit au niveau même de 62 ans. Mais ici, si vous interrogez les travailleurs, il y a des travailleurs qui aimeraient que ce soit même à 80 ans. C'est l'inverse. Là, on vient à se reposer parce que la sécurité sociale est garantie. Bon, on a mis la caisse, cette caisse-là, comment on appelle, Caisse nationale de sécurité sociale pour l'administration publique. SENSAP. Oui. Alors, est-ce que vous avez, je ne vais pas parler des choses que je ne maîtrise pas, va aller interroger d'abord les bénéficiaires de tous ces fonctionnaires, des retraités. Est-ce qu'ils vivent décemment avec les revenus de la retraite? Professeur, on a fini. Juste un dernier mot sur tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous pouvez recommander au gouvernement pour que le travail soit décent? Pour les salaires soient décents, premièrement, il faut faire appliquer ce que prévoit le code du travail. Deuxièmement, il faut réduire sensiblement les discours. Il faut que les discours riment avec la pratique.
Mais pour réduire cela, pour arriver à cela, appliquer ce que prévoit la loi, la tension salariale, les SMIC, que les SMIC ne soient pas seulement virtuels, une théorie, mais que ça s'applique. Et les seuls qui peuvent faire appliquer les SMIC, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a tous les moyens pour faire appliquer. On peut s'en prendre au ministre du Travail, je vais bien. Mais les pauvres ministres du Travail, à lui, ça ne peut rien faire. Ça doit être une politique globale, menée par le gouvernement. Et le gouvernement, là, il semble que le gouvernement, dans l'ère politique, on nous a dit que c'est le peuple d'abord. Mais qu'on parle maintenant des travailleurs d'abord. Au lieu de maintenant d'envisager le peuple, tous les peuples. Mais il faut que ceux qui ne travaillent pas aient de l'ambition de travailler parce que ceux qui travaillent vivent décemment. Mais tant qu'on continue toujours à clochardiser les travailleurs, à avilir, à les rendre à sa plus simple expression, ça ne donne même pas l'envie aux autres de venir au travail. Or, la Bible nous dit que le travail anoblit l'homme. Il faut que ceux qui travaillent deviennent des nobles. Et pour qu'ils le deviennent, il faut qu'ils soient dans des conditions de travail et de vie optimales. Voilà. Merci beaucoup, professeur Nico Omeonga. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique. C'est la fin de l'émission. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Thank you.